Nos ancêtres honoraient leurs dieux au sommet des plus hautes montagnes. Ils leur déposaient aussi des offrandes au fond des cours d'eau et des marais. Pour découvrir les lieux du culte du passé, l'archéologue doit parfois prendre des risques. Les grottes sont très probablement des portails vers d'autres mondes, vers le monde de l'au-delà, le monde des dieux ou des ancêtres. On venait jusqu'ici déposer des offrandes, même les plus troublantes. Il existe aussi des indices de cannibalisme rituel, comme nous le confirme par ailleurs l'ethnologie. Timo Ibsen est archéologue. Nous partons avec lui à la recherche de lieux de culte pré-chrétiens. Un voyage vers des sanctuaires de plein air et des lieux de sacrifice. Certains ont été mis au jour lors de fouilles scientifiques. D'autres sont parfois trahis par leur toponyme. Le nom d'Helgoland vient ainsi d'un terme signifiant « terre sacrée ». Sur cette île de la mer du Nord, les Germains ont vénéré une source magique jusqu'au 7e siècle. Mais à quoi nos ancêtres reconnaissaient-ils ces lieux magiques? Des analyses en laboratoire vont contribuer à percer des secrets vieux de milliers d'années. Nous sommes à Zuiderbrarup, dans le land du Schleswig-Holstein. Chaque année, à la fin juillet, la petite ville accueille ce qu'on appelle la foire au mariage. C'est une tradition séculaire, comme nous le rappellent ces étranges visiteurs. Cette localité du nord de l'Allemagne est située tout près d'un lieu sacré. La foire au mariage a lieu ici depuis plus de 400 ans, mais son origine pourrait être beaucoup plus ancienne. Le marais voisin de Torsberg est un lieu de culte tout à fait exceptionnel qui date de plus de 2000 ans. Il existe également une source qui revêtait sans doute elle aussi un caractère sacré. C'est la seule des 30 sources des environs à avoir été vénérée pour ses vertus thérapeutiques. Les Germains considéraient les sources et les marais comme des points de rencontre avec les puissances souterraines. Le marais de Torsberg était l'un des plus importants sanctuaires des Angles, un peuple germanique établi dans la région. Jusqu'au 5e siècle de notre ère, les Angles ont déposé ici un nombre considérable d'offrandes votives, souvent précieuses. Le site a été découvert lors de l'exploitation de la tourbière et fouillé vers 1860 par un professeur de Flensburg. Ruth Blankenfeld s'occupe du site depuis plusieurs années. Elle conduit son confrère sur la petite île où l'archéologue amateur a cherché des trésors 3 étés durant pendant les vacances scolaires. C'était certainement une sacrée opération de fouille. Oui, c'était il y a plus de 150 ans. Depuis, le niveau de l'eau a monté dans la tourbière. Une fouille d'envergure représenterait aujourd'hui un travail colossal. Le marais n'est plus drainé et ne livre plus ses secrets. Ce marais était autrefois situé en Germania Magna, indépendante de l'Empire romain. Les habitants de la région entretenaient néanmoins des contacts avec leurs puissants voisins, comme le prouve ce masque de vermeil. Ce ne sont sans doute pas les combats, mais les rituels sacrificiels qui sont à l'origine de ces traces de coups. En effet, les offrandes étaient souvent brisées, car ceux qui étaient consacrés aux dieux ne devaient plus servir aux hommes. Pendant des siècles, les Angles établis près de ce marais ont offert aux dieux ce qu'ils avaient de plus précieux.
Le site étant difficile d'accès, on estime que seule une partie des offrandes a été mise au jour. Le sol est spongieux. Dieses Braune ist der schwimmende Rasen. On a tout de même pu établir la provenance de la plupart des objets découverts. Il est clair que les objets qui ont été déposés ici n'appartenaient pas aux habitants de la région. Ils venaient d'ailleurs. Okay. Il s'agissait probablement de prises de guerre. Torsberg n'est pas un cas isolé. Les marais sacrificiels jouaient un rôle important dans la culture germanique. Ils étaient considérés comme des passages entre les mondes. Essayons d'imaginer comment se déroulaient les rituels et les processions vers les lieux sacrés. Les hommes venaient chargés d'offrandes pour remercier les dieux, qui en certains endroits apparaissaient sur leur chemin. Les trouvailles du marais de Bracker, près d'Eutin, sont conservées au musée archéologique du Schleswig-Holstein. On a retrouvé un couple d'idoles de près de 3 mètres de haut. Ce sont des divinités de la fécondité. Leurs attributs sexuels ont été tranchés à une époque ultérieure. A-t-on également sacrifié des êtres humains à ces dieux ? Dans les marais d'Europe, on a déjà mis au jour près d'1 millier de corps momifiés. Parfaitement conservés dans ces milieux pauvres en oxygène, ils datent en grande partie de l'époque germanique. Ils témoignent parfois de ce qu'on appelle des mises à mort multiples, qui renvoient inévitablement à des rituels sacrificiels. Divers éléments semblent indiquer que les Germains ont effectivement pratiqué des sacrifices humains. Timo Ibsen visite un autre site, situé non loin du marais de Torsberg. Il y a 2000 ans, cette source à l'écoulement aujourd'hui irrégulier était un lieu de pèlerinage réputé. C'est la seule des environs qui était considérée comme sacrée. Dans les faits, elle contient du radium, un élément chimique qui, utilisé à faible dose, possède des vertus thérapeutiques, comme le montrait déjà une expertise datant de l'époque nazie. Mais comment les gens pouvaient-ils le savoir il y a 2000 ans ? Comment trouvaient-ils ces lieux sacrés aux vertus curatives ? La magie des lieux de culte germaniques opère encore aujourd'hui, comme en témoigne ce cercle de pierre des rives de la mer Baltique. Le site a fait l'objet de fouilles archéologiques dans les années 1960. Les offrandes sont récentes. Ce sont des coquillages et des gemmes, objets traditionnellement déposés par des femmes. La divinité invoquée par ces fidèles et l'objet de leurs prières restent leur secret. Mais tous les lieux d'offrande ne sont pas aussi facilement identifiables. Timo Ibsen a entendu parler d'une découverte récente dans l'est de l'Allemagne. Il se dirige vers la ville de Paswalk, sur l'Ucker. Au 7e siècle, des Slaves se sont établis sur les rives de ce petit fleuve, auquel ils ont donné ce nom d'Ucker, qui signifie sinueux. Long d'une centaine de kilomètres, le cours d'eau traverse le land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, avant de se jeter dans la mer. Mais le dépôt découvert est bien plus ancien. Ici, comme à Torsberg, les offrandes ont été jetées dans l'eau. Grâce à l'archéologie sous-marine et au soutien de bénévoles passionnés, on a déjà fait des trouvailles d'importance.
Elles révèlent une activité cultuelle qui s'étale sur plus de 1500 ans, avec de longues interruptions. De l'âge du bronze jusqu'à l'époque des Slaves, divers peuples ont déposé ici leurs offrandes, sans rien savoir les unes des autres. On a même mis au jour des armes romaines, alors que les légions de l'Empire ne sont jamais venues jusque-là. Ce sont principalement des umbos et des épées. Pour l'archéologue Detlef Janssen, il ne fait aucun doute qu'elles ont volontairement été rendues inutilisables. Les analyses en laboratoire en diront plus long sur la question. La radiographie révèle des incrustations sur la lame d'une épée romaine. Le simple fait de trouver une arme romaine si loin de l'Empire est remarquable. Mais la qualité même de l'objet impressionne les scientifiques. Les deux faces de la lame sont décorées. Autre surprise, la lame est en acier damassé. Forgée à partir de différentes qualités de fer, elle est comparable à un sabre de samouraï. Les incrustations apparaissent clairement. On reconnaît l'emblème d'une légion, ainsi qu'un officier romain coiffé d'un casque surmonté d'un panache. Comment cet objet d'apparat s'est-il retrouvé dans Looker ? Les fleuves ont joué un rôle prépondérant tout au long de la préhistoire et de la protohistoire. Ils constituaient des lignes de vie, des artères commerciales et des voies de communication qui permettaient aux hommes de se déplacer et véhiculer les biens et les idées. Ils formaient aussi des démarcations naturelles entre les territoires des différentes communautés. Enfin, ils représentaient manifestement une frontière entre le monde des vivants et celui des dieux, car lors de fouilles archéologiques, nous trouvons souvent dans les fleuves des offrandes et des indices de pratiques cultuelles. L'épée romaine faisait partie de ces offrandes. Les fouilles viennent de commencer à Pasvalk. Le lit de Looker s'est déplacé au cours du temps et les archéologues n'ont pas encore localisé précisément le dépôt. Les offrandes servaient à obtenir les faveurs des dieux. La valeur de l'objet était fonction du degré d'importance de la demande ou de l'acte de grâce. Une offrande doit toujours avoir une valeur particulière. Ça peut être une épée comme celle-ci, et s'il s'agit d'un butin de guerre, elle n'en a que plus de valeur. Dans tous les cas, l'offrande doit représenter pour celui qui la dépose le sacrifice d'un bien précieux. Les fouilles s'attachent à déterminer pourquoi les hommes déposaient leurs offrandes précisément à cet endroit. Timo Ibsen poursuit sa route vers le sud et va être confronté à la question du cannibalisme de nos ancêtres. Sa destination, les grottes du massif de Kyffhäuser, à l'extrémité sud du Harz. Au milieu du siècle dernier, on y fait d'étonnantes découvertes. Le Kyffhäuser est célèbre pour le monument du XIXe siècle qui domine le bassin de Thuringe. Il est composé d'une statue équestre de Guillaume Ier surmontant une représentation de Frédéric Ier de Hohenstaufen, dit Barberousse. Selon la légende, Barberousse et ses compagnons sont endormis sur les flancs de la montagne. Le souverain ne se réveillera qu'au jour du jugement dernier pour sauver l'Empire. La montagne est percée d'une multitude de grottes où les archéologues ont déjà mis au jour de sombres secrets. Et on espère faire d'autres découvertes. On a déjà fouillé plus de 20 grottes. La plus sinistre des trouvailles se cache dans le Kosakenberg. Il y a plus de 60 ans, un archéologue a mis au jour ce qu'il a appelé un nid de cannibales antiques.
Dieter Walter, de l'inspection des monuments historiques de Weimar, est chargé de la publication des fouilles faites à cette époque. Il conduit Timo Ibsen dans les entrailles de la colline. Les trouvailles semblent indiquer que des êtres humains ont été tués dans ce qu'on appelle la faille du sacrifice, un gouffre de 15 mètres de profondeur sur 1 mètre de large. Ces grottes contiennent environ 15 000 os de squelettes appartenant à une centaine d'individus et qui ont été déposés ici en l'espace d'un millénaire. La plupart de ces ossements sont brisés, mais une grande partie d'entre eux portent des traces de manipulation. Des traces de manipulation, c'est-à-dire des modifications volontaires. De grands os ont été découpés ou cassés. Certains ont clairement été entaillés. D'autres ont été carbonisés. Les marques sont examinées à l'aide d'un microscope spécial. Pour établir des comparaisons, on a entaillé des os contemporains avec des couteaux datant du néolithique et de l'âge du bronze. Résultat, les entailles n'ont pas été faites par des griffes ou des dents d'animaux. Elles sont bien l'œuvre de l'homme. De plus, elles ont été faites post-mortem. Il semble donc qu'on ait pratiqué dans ces grottes un cannibalisme rituel. Il ne s'agissait pas de se nourrir, mais de rendre hommage aux ancêtres et de s'approprier leur force. Ce faisant, on honorait aussi les dieux dont on se sentait très proche ici, à l'entrée du monde souterrain. Osterode se trouve à 1 heure de route de là. On y aurait également trouvé des indices de sacrifices humains. Y a-t-il eu des pratiques cannibales, comme dans le Kyffhäuser ? Au XIXe siècle, la découverte d'ossements humains portant des traces de dents a donné lieu à un débat passionnant sur la présence de cannibalisme en Allemagne. Depuis, on sait qu'il s'agissait pour la plupart de dents d'animaux, mais il existe aussi des indices de cannibalisme rituel, comme nous l'apprend par ailleurs l'ethnologie. Dans la grotte de Liechtenstein, plusieurs indices semblent attester de sacrifices humains. Le site, tout en longueur, est considéré comme l'un des plus impraticables d'Allemagne. On a trouvé des ossements humains dans un secteur inaccessible. Il semble impossible de faire passer des cadavres par un boyau aussi étroit. On a donc supposé que les gens avaient été emmenés ici vivants et tués sur place. Mais tout en prenant des mesures, les archéologues ont remarqué des colorations sur les parois. Ils ont pensé qu'il s'agissait d'une faille comblée par des sédiments. Une hypothèse confirmée depuis. Les cadavres avaient donc pu être jetés dans la grotte depuis la surface. Il ne s'agissait pas de sacrifices humains, mais d'enterrement. Lors des funérailles, on allumait des feux et on procédait à la cérémonie. Ce sont des pratiques cultuelles et rituelles comparables à celles qui ont cours aujourd'hui dans les églises. Autrefois, bien entendu, la symbolique était différente. On peut s'imaginer le prêtre local dans cette salle, entouré peut-être des proches du défunt, en train de prononcer des paroles de circonstance, d'accomplir la cérémonie au milieu de ces petits foyers qu'on entretenait ici. Un test unique en son genre a confirmé que les ossements de la grotte de Liechtenstein proviennent bien d'inhumations.
on a prélevé de l'ADN sur les 62 individus. Il s'est parfaitement conservé dans l'atmosphère de la grotte. Premier résultat surprenant de l'analyse, de nombreux morts du puits sacrificiel étaient parents. Pour la première fois, les scientifiques ont pu mettre en évidence 5 générations d'une même famille de l'âge du bronze. Le lieu de culte était donc une sorte de caveau familial. En comparant cet ADN avec celui d'habitants actuels de la région, on a découvert que 2 hommes vivant non loin de la grotte étaient porteurs des mêmes gènes. Voici le crâne de votre plus vieil ancêtre. Un lien génétique établi à 3000 ans de distance. C'est un événement rarissime pour un archéologue. La quête de Timo Ibsen se poursuit. Les lieux de culte sont indissociables des paysages qui les entourent. Dans le nord, les hommes ont été attirés par les marais impénétrables. Dans le sud, ils allaient souvent à la rencontre des dieux dans des formations rocheuses particulières. C'est le cas dans la vallée de l'Altmühl, en Bavière. Cet épais brouillard cache l'un des plus anciens sites habités d'Allemagne. Déjà à l'ère glaciaire, les chasseurs cherchaient refuge dans les grottes et les abris de ces hautes falaises. Avec la construction du canal Rhin-Main-Danube, le paysage a perdu de son caractère sauvage. Cet endroit marquait autrefois la frontière entre 2 territoires. Ces parois, les Schellnecker Wände, matérialisaient cette frontière magique. Au pied des falaises, les archéologues ont trouvé d'innombrables fragments de récipients sacrificiels remplis d'offrandes. Ils paraissent avoir été volontairement brisés. Ici comme au nord, ce qui était dédié aux dieux ne devait plus servir aux hommes. Accompagné de Sabine Mayer, du service bavarois pour la conservation du patrimoine, et de Bernd Sorkan, du musée archéologique de la ville de Kelheim, Timo Ibsen veut voir le résultat des fouilles archéologiques. Les environs ont été occupés pendant 3000 ans, mais les tessons ne peuvent être les vestiges de vaisselle domestique. Une zone de 35 mètres carrés a livré des milliers de fragments de poterie enfouis jusqu'à 60 cm de profondeur. Après plusieurs campagnes de fouilles, on trouve toujours des tessons. Ils datent tous de la fin de l'âge du bronze. Au pied de la falaise, 3 grimpeurs se préparent. Grâce à eux, les scientifiques vont étudier comment on peut franchir ce mur presque vertical à la seule force des muscles. Les grimpeurs sont encordés, mais la corde ne doit servir qu'à assurer leur sécurité pendant l'ascension. Des prêtres ont-ils vraiment pu escalader cette paroi il y a 3000 ans? En Allemagne, on a identifié plusieurs lieux d'offrande
près de falaises tout aussi difficiles d'accès. La difficulté d'accès est l'une des caractéristiques de ces sites sacrés, de ces lieux d'offrande situés près de falaises ou dans des grottes. On retrouve ce même principe plus tard avec les temples romains, les temples égyptiens et aussi les églises chrétiennes. À chaque fois, on a un espace bien spécifique, exclusivement réservé aux prêtres. Le sanctuaire n'est accessible qu'à un petit groupe d'élus. Contrairement aux temples et aux églises, c'est ici la nature qui limite l'accès au sanctuaire. Une expérience va permettre de déterminer si les récipients ont été jetés depuis le sommet ou s'ils ont été brisés au pied de la falaise. La dispersion des tessons atteste qu'ils se sont brisés sur les saillies de la falaise en tombant. L'analyse des tessons de l'expérience montre des analogies avec les fragments retrouvés lors des fouilles. Le prêtre a certainement jeté les offrandes depuis le sommet de la falaise. Toutes les trouvailles proviennent jusqu'à présent d'une même culture. Certains objets sont mêlés à des os d'animaux carbonisés. Les parois des Schellnecker-Wände formaient manifestement une sorte de frontière magique, car les hommes installés de l'autre côté appartenaient à un autre groupe. Ces offrandes servaient sans doute à demander la protection des dieux contre ses voisins étrangers, peut-être hostiles. Timo Ibsen suit maintenant l'Altmühl jusqu'à son point de confluence avec le Danube. Quand les Celtes ont colonisé l'Europe centrale il y a environ 2500 ans, les cours d'eau constituaient les principales voies de communication. Le Danube, le plus long fleuve d'Europe, était en quelque sorte l'autoroute de ce peuple encore mal connu. L'un des plus célèbres sites celtiques se trouve sur ses rives, au pied du Jura souabe. C'est la Heuneburg. Pour Timo Ibsen, la journée commence tôt. Il est 5 heures du matin. C'est le meilleur moment pour faire décoller un ballon dirigeable. La différence entre l'air de l'enveloppe chauffé par le brûleur et l'air froid environnant permet à l'engin de s'élever. Volant à faible altitude, le dirigeable est bien adapté à l'archéologie aérienne. De là-haut, Ibsen peut identifier avec précision l'emplacement de cette citadelle, aujourd'hui en partie reconstruite. Elle se trouve sur un éperon abrupt qui surplombe le Danube. Vers 600 avant notre ère, ce plateau était la résidence d'un puissant prince. Les dieux celtiques incarnaient des forces de la nature. Mais les Celtes n'ont pas laissé de traces écrites de leurs rites. Les témoignages parvenus jusqu'à nous sont surtout ceux de Grecs et de Romains, leurs ennemis. Ils évoquent des pratiques sacrificielles allant jusqu'au meurtre rituel. Le géographe grec Strabon rapporte qu'on remplissait d'hommes un immense mannequin d'osier avant d'y mettre le feu pour les brûler vifs. À Ribemont-sur-Ancre, dans le nord de la France,
On a ainsi découvert les restes de centaines de guerriers. Y a-t-il eu aussi des rituels sanguinaires à la Heuneburg? Le plateau de la forteresse a déjà été méthodiquement exploré, mais les recherches commencent à peine sur les sites extérieurs. Les fouilles actuelles ont lieu au pied de la forteresse celtique. Une prospection géophysique a permis aux chercheurs d'identifier une étrange zone en forme de U. En fouillant à cet endroit, ils ont trouvé un grand nombre d'ossements humains dispersés sur une zone relativement étendue. Une découverte bien énigmatique. L'espace est trop limité pour être un champ de bataille, et les données ne concordent pas avec les inhumations celtiques de l'époque. Selon l'archéologue Dirk Krause, le site serait orienté vers le mont Bussen, et cette éminence toute proche abriterait un sanctuaire celtique. Il pourrait donc s'agir du centre cultuel de la Heuneburg. L'architecture en pierre témoigne de la spécificité de ce site. Dans la strate où ont été trouvés les os, on a retrouvé des pierres de taille d'une excellente qualité, sur un vaste secteur. On n'en connaît pas de cette qualité à la Heuneburg. Nous sommes au début de l'architecture en pierre au nord des Alpes, et ce sont là les plus anciens murs construits. Au cours des dernières décennies, nous n'avons trouvé nulle part sur la Heuneburg des pierres de cette qualité. On peut donc imaginer qu'il y avait là un édifice bien particulier. Et ce n'est sans doute pas un hasard si les os se trouvent à proximité de ces pierres. C'est encore une simple hypothèse, mais un certain nombre d'éléments indiquent que les bûchers des Celtes, visibles de loin, brûlaient sur cet éperon. Ce serait le premier témoignage de sacrifices humains celtes en Allemagne. Les récits des chroniqueurs de l'Antiquité n'étaient donc pas uniquement de la propagande ennemie. Les sédiments issus des fouilles sont minutieusement tamisés à l'eau afin de retrouver les plus minuscules fragments. On trouve ainsi des pointes de flèches et des éléments de parure. Les hommes et femmes dont les dépouilles reposent ici n'étaient pas riches. Ce n'étaient sans doute pas les habitants de la puissante citadelle, enrichis par un commerce florissant avec des peuples lointains. Les tombes de ceux-ci ont été retrouvées dans des nécropoles aménagées dans les collines environnantes. Une chose est sûre, dans cette cité, l'une des plus importantes d'Europe à cette époque, on ne voulait pas renoncer à la protection des dieux. Et les Celtes recherchaient eux aussi leur clémence. Reste à savoir si les archéologues découvriront les traces incontestables de sacrifices humains à la Heuneburg. Des exploitations forestières s'étendent aujourd'hui à l'emplacement des bois sacrés des Celtes. Leurs divinités ont été vénérées pendant la domination romaine. Mais à l'époque chrétienne, les sanctuaires païens ont été détruits ou reconvertis. C'est ainsi que des menhirs vieux de 5000 ans ont été adaptés à la nouvelle religion. Au nord-ouest de la Heuneburg s'étend un ancien territoire celtique. Lorsque les Romains ont conquis la Gaule, ils y ont introduit leurs dieux
tout en tolérant les divinités locales. Cette assimilation a donné lieu à un syncrétisme religieux, un culte gallo-romain qui s'est répandu dans toute la Gaule et jusqu'au mont Calmon, le vignoble le plus escarpé d'Europe. Pour se faire une première idée de la topographie des lieux, Timo Ibsen reprend la voie des airs. Les flancs abrupts du Calmon se voient mieux du ciel. Le paysage dessiné par la Moselle est d'une beauté exceptionnelle. Il n'est pas étonnant que les Celtes aient considéré ce site comme sacré et que les Romains y aient bâti un sanctuaire. L'édifice est ce qu'on appelle un fanum gallo-romain, né de la fusion des deux cultures. La situation en pleine nature est caractéristique des cultes celtes, tandis que l'architecture en pierre est typiquement romaine. Les fondations du temple principal ont été dégagées en 2005. On a ensuite reconstruit le bâtiment. Mais il reste d'autres édifices à découvrir, car à la différence du culte chrétien, on ne célébrait pas les divinités dans le temple même, mais sur des autels situés à l'extérieur. Aujourd'hui, une épaisse végétation cache la vue. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. C'est un endroit très particulier. Les temples se trouvent précisément en face de la pointe extrême du méandre de la Moselle. On voyait loin et inversement. Les temples étaient visibles à des kilomètres, avec leurs couleurs lumineuses, l'enduit très clair des murs et leurs tuiles rouges. On pouvait donc les apercevoir aussi bien depuis la vallée que des sommets voisins du Hunsrück et de l'Eifel. C'est grâce à de petites trouvailles que les archéologues ont découvert le sanctuaire. Sur les pentes du mont Calmon, on récolte depuis toujours des tessons et surtout des pièces de monnaie antiques. Elles permettent de déterminer les dates d'occupation des lieux. Les monnaies les plus récentes datent du IVe siècle de notre ère et représentent des symboles chrétiens. Elles aussi servaient d'offrande aux dieux païens. C'était l'offrande votive standard. Au fil des siècles, des milliers de pèlerins ont dû gravir ces pentes pour rendre hommage à leurs dieux. Au départ, c'est très clairement la dimension naturelle de l'endroit qui compte et qui en fait un lieu de vénération des dieux. Et puis ça évolue. On construit des édifices en dur, des temples dédiés aux dieux sur les anciens sites sacrés. Le but était bien sûr de mettre en scène ce culte de façon politique. L'offrande de monnaie faisait partie de cette mise en scène. Elle servait à financer les temples et à faire vivre les prêtres. Il en a été ainsi pendant des siècles. Puis, peu à peu, l'Empire romain est devenu chrétien. Et pour finir, les cultes païens ont été interdits. Cela n'empêchait nullement les populations locales de venir en pèlerinage sur les sites sacrés de leurs ancêtres. Mais vers 600, le pape Grégoire a ordonné de construire des édifices chrétiens sur les sanctuaires païens. Ainsi, à Calmon, l'église abbatiale est construite au pied de la montagne sur les fondations d'un ancien bâtiment romain. Il arrive que ces réaménagements aient des conséquences imprévues et que les bâtiments soient voués à la destruction, comme le montre la prochaine étape de Timo Ibsen. Sa route remonte la Moselle jusqu'en France, vers une station thermale née au 1er siècle de notre ère.
c'est Landésina gallo-romaine, une bourgade aujourd'hui appelée Grand, du nom du dieu guérisseur celtique, Granus. Nous nous trouvons sur un plateau qui ne dispose d'aucun cours d'eau de surface, qui serait indispensable au maintien d'un habitat aussi conséquent. Mais au cœur de la ville, une source jaillit du sol. Elle a manifestement été vénérée par les Celtes. Plus tard, les Romains ont érigé un sanctuaire, puis une ville autour de cette source, ainsi qu'un amphithéâtre qui pouvait accueillir 17 000 personnes. C'était un complexe gigantesque. On ne s'explique pas vraiment sa présence. Pour nous, archéologues, cette ville recèle encore beaucoup d'énigmes. Aujourd'hui, Grand est un village assoupi. Pourtant, 2 souverains romains ont recherché ici la guérison. L'empereur Constantin a qualifié le sanctuaire de « plus beau temple du monde ». Ibsen a rendez-vous avec un confrère français. Thierry de chez le prêtre dirige ici les fouilles. Les ruines de Grand font l'objet d'une exploration archéologique depuis un demi-siècle. À cet endroit se trouvait il y a 2000 ans une grande place publique bordée de maisons joliment décorées. Peut-être des entrepôts et des boutiques pour les pèlerins. Il y avait aussi un aqueduc à ciel ouvert entièrement dallé. Cette reconstitution montre qu'un rempart de près de 1800 mètres de long entourait la zone intérieure. L'enceinte abritait aussi le sanctuaire du dieu gallo-romain, Apollon Granus. La source sacrée se trouvait devant le temple. Elle était principalement alimentée par l'eau de pluie accumulée dans les reliefs karstiques. L'eau circulait par des voies souterraines qui convergeaient précisément à cet endroit, formant une résurgence naturelle. Le niveau de l'eau variait en fonction des précipitations. Les Celtes considéraient ce phénomène comme un don des dieux. Les Romains, en revanche, ont voulu assurer eux-mêmes la pérennité de ces bienfaits. C'est du moins ce qu'on peut en conclure en visitant le sous-sol de Grand. Un réseau de galeries de l'époque romaine s'étire sur 15 km sous le village actuel. Il servait à réguler l'approvisionnement en eau de la mare sacrée. La source karstique ne devait en aucun cas se tarir. Le labyrinthe de galeries formait probablement la base d'un réseau hydraulique complexe. Les formations calcaires montrent que l'eau a toujours suinté ici. Plus de 300 puits complétaient le dispositif. Certains fournissent encore de l'eau aujourd'hui. Cet échantillon va être analysé pour vérifier les propriétés thérapeutiques de l'eau. Quand on voit le village de Grand aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer que le site romain attirait des milliers de personnes. Pourtant, l'amphithéâtre le prouve. Long de 150 mètres, avec 17 000 places assises, c'est l'un des plus grands de Gaule. Il se trouvait en bordure du sanctuaire de 18 hectares que les Romains avaient construit autour de la résurgence. Depuis les gradins, on avait vu sur la source vénérée par les Celtes et le temple gallo-romain d'Apollon Granus. Pour consulter le dieu guérisseur, on pratiquait l'incubation.
Le patient dormait sous le portique du sanctuaire pour que la divinité lui apparaisse en songe et lui prescrive un remède. Le culte de l'eau, c'est typiquement romain. Donc c'est quelque chose qui se développe partout en Gaule après la conquête. On a beaucoup d'exemples, dont Grand est peut-être un exemple supplémentaire, avec une mise en scène tout à fait particulière, puisque c'est ça qui pourrait expliquer en partie donc la présence de ce réseau souterrain, des installations hydrauliques vraiment très très importantes. Les objets découverts semblent montrer que les pèlerins venaient des 4 coins du monde romain. La diversité des matériaux de construction mis en œuvre est tout aussi étonnante. Dans le secteur du temple, on dénombre 80 types de marbre. La table de Peutinger, copie tardive d'une carte des routes romaines, désigne cet endroit comme l'une des plus grandes stations thermales de l'Empire. Sur la carte figure même la mare sacrée. L'empereur Caracalla a visité le sanctuaire en 213. C'est probablement lui qui a financé la réalisation de la mosaïque, l'une des plus grandes jamais retrouvées en France. Le bâtiment public qui l'abritait se trouvait à proximité de la source sacrée et servait de lieu de rassemblement, de marché couvert et de tribunal. Les 2 personnages centraux représentent peut-être un pèlerin et un prêtre. Ici aussi, le temple païen a été détruit. Et en lieu et place du sanctuaire de plein air, on a bâti un édifice chrétien. Mais aujourd'hui, l'église est fissurée et menace de s'écrouler. L'entrée est interdite depuis plus de 20 ans. Thierry de chez le prêtre en connaît la raison. Les premiers chrétiens ont d'abord comblé la source avec les gravats du temple qu'ils avaient détruit. Ils ont ensuite construit leur église au-dessus. Les fondations de l'édifice sont en train de céder sous la pression du réseau aquatique souterrain. Les Celtes et les Romains avaient pris soin d'installer leur temple à côté de la source. Ils verraient certainement dans cette destruction la colère des dieux anciens. La quête de Timo Ibsen le ramène vers le nord, dans la forêt palatine, à Kinsbach. Un petit sanctuaire est caché dans la forêt. Il est situé dans un lieu au nom évocateur, la falaise païenne. Le Gutenborn est un lieu de pèlerinage vieux de plusieurs millénaires, comme en témoignent des reliefs taillés dans la roche par les Celtes et les Romains. Mais le Gutenborn n'est que l'une des nombreuses sources de cette région humide. Pourquoi a-t-il été choisi comme sanctuaire ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les religieuses d'un orphelinat des environs utilisaient cette eau pour soigner des conjonctivites. La source aurait-elle des vertus thérapeutiques ? Le sanctuaire a disparu. Seuls les reliefs taillés dans la paroi ont résisté au temps. Malgré le mauvais état de conservation du site, des indices montrent qu'il y avait ici, à l'époque romaine, une intense activité de pèlerinage. Ces reliefs figurés du IIe au IVe siècle démontrent que l'endroit était un lieu de culte, peut-être dès l'époque celtique et puis bien sûr à l'époque gallo-romaine.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à 300 mètres en contrebas, on a dégagé un atelier de potier contemporain des pèlerinages. On y a trouvé de nombreux fragments de petits pots à anse, probablement destinés à recueillir cette eau sacrée parce que thérapeutique. On a donc véritablement fait de ce lieu une source de profit. Mais qu'est-ce qui fait de cette eau un élixir sacré? Là encore, une analyse devrait nous fournir la réponse. Les eaux de Grand et de Kinsbach sont analysées en laboratoire. Possédaient-elles des vertus bienfaisantes, comme la source sacrée de Zuiderbraru? Résultat pour Kinsbach. La source du Gutenborn contient du bore, un oligo-élément qui, sous une forme diluée, agit comme désinfectant. La source de Grand, quant à elle, donne une eau potable très propre, avec une teneur en potassium un peu plus élevée que la moyenne. À ce jour, on n'a pas pu déceler d'effet curatif. Mais cela signifie-t-il pour autant qu'il n'existe pas? Nos ancêtres n'ont pas choisi leur lieu de culte au hasard. Leur but était toujours le même, entrer en contact avec le sacré, aller à la rencontre des dieux et les amadouer avec des offrandes et des prières pour obtenir en échange soutien, guérison et santé. Beaucoup de choses ont été explicitées, mais bien des énigmes demeurent encore.